La particularité de la brûlure, c'est que on n'est pas en rémission. Hein. Quand on est brûlé, c'est un peu pour la vie. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens, finalement, dépassent ça et le temps qu'ils mettent pour le dépasser est vraiment corrélé au temps que moi je mets à être normal. Retrouver de la douceur quand on a eu un parcours de soins et les soignants ils sont dans l'urgence, il faut vous sauver, il faut vous guérir. Et les mots qu'elle a eu de me dire mais tu as vu la tête que t'as, tu veux qu'on sorte ensemble mais tu as vu la tête que t'as. C'est dur. En fait, finalement, on a même du mal à lui en vouloir parce qu'on se dit bah ouais, elle a quand même raison quoi. Voilà, donc on s'auto-censure finalement. Et on a retrouvé aussi, on en reparlera, mais on a retrouvé cette censure dans ici chez Dulcenea. Oui. Voilà. Oui. Il est super important le regard qu'on se porte pour accueillir aussi le regard des autres. Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui j'espère vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. J'ai une envie incompressible de vous communiquer quelques chiffres marquants en guise d'intro de cet épisode poignant enregistré à Paris avec Laurent et Sophie, fondateurs de l'Institut de beauté inclusive Dulcenea. Brûlés sur 60% du corps, 150 anesthésies générales, 20 ans d'opérations et de traitements, 400 000 personnes brûlées par an en France, 8 000 grands brûlés. Je rajoute, il n'y a pas de rémission pour les grands brûlés. C'est à vie. Voilà une réalité qu'on ignore quand on n'a pas été soi-même confronté à ce monde parallèle, comme dit Laurent. C'est un miracle. Laurent a survécu après avoir été brûlé à l'âge de 5 ans sur 60% du corps et aujourd'hui, il témoigne pour aider les grands brûlés, mais pas que. Et vous allez comprendre pourquoi. Dans la première partie du podcast, Laurent raconte son histoire, son enfance, à quel point il était difficile et il est encore difficile d'être confronté au regard des autres quand on est brûlé au visage. Une belle leçon de résilience et un bel exemple pour nous tous. Merci à lui d'avoir ouvert son cœur. Dans la seconde partie de l'épisode, Laurent et Sophie prennent le temps de nous parler de leur rencontre et de leur histoire qui me touche beaucoup, et ensuite de leur projet. Ils nous expliquent tout ce qui a germé en eux et qui a fait qu'ils ont lancé ce fameux institut de beauté inclusive, un projet juste waouh qui j'espère fera des bébés dans d'autres villes et pourquoi pas dans d'autres pays. Une belle réflexion sur la beauté inclusive, la beauté malgré les cicatrices, malgré la maladie, malgré le handicap, malgré les brûlures, malgré la différence, souvent si difficile à vivre. La beauté malgré tout. Et le droit d'être accueilli dans un cocon où la différence n'est pas un problème et au contraire, où la différence est accueillie avec la plus grande bienveillance. Une belle réflexion aussi sur le prendre soin de soi et le regard que l'on porte sur soi-même. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci mille fois de m'accueillir dans cet endroit mais absolument magnifique. Alors, je vous demande comment on prononce cet institut et en fait, je vais vous laisser le prononcer et apparemment, c'est une histoire un petit peu particulière et une prononciation particulière. Alors, expliquez-moi. Alors, on prononce Dulcenea. Dulce, ça veut dire doux en espagnol. Oui. Et on a rajouté nae parce qu'en général, dans le monde des cosmétiques, dans le monde de la beauté, quand il y a un mot avec une terminaison latine, c'est un mot scientifique. Et donc, on s'est vu, nous, comme les experts de la douceur. Oh, ça, c'est magnifique. Voilà, ça, c'est vraiment un très bon démarrage de podcast. Alors, on va un petit peu retourner en arrière et vous allez me raconter un petit peu votre histoire. En fait, on va suivre un petit peu votre vie, donc toute votre histoire, ce qui vous est arrivé.
En fait, je vous ai repéré sur LinkedIn et j'ai été complètement... tous ces témoignages étaient absolument magnifiques. Et puis ce témoignage que je partagerai sur mon site où on vous a peint, c'était somptueux. Et puis évidemment, cet institut, la beauté inclusive, vraiment, ça va parler à beaucoup de personnes qui écoutent le podcast. Donc, on va recommencer depuis le début. Qu'est-ce qui vous est arrivé et à quel âge ? Alors, c'est à l'âge de 4 ans. J'en ai 53 aujourd'hui. C'est à l'âge de 4 ans, donc il y a bientôt 50 ans, j'ai été brûlé par un barbecue et de l'alcool à brûler. On était chez des amis, on est arrivé comme c'était la première fois qu'on allait chez eux, on est arrivé pour visiter leur maison, ils nous ont fait visiter, et quand on s'est approché du barbecue qui avait été mis de côté, justement pour pas que les enfants tournent autour, on s'est approché avec ma grand-mère de ce barbecue et il y a eu un retour de flamme parce que la personne avait mis de l'alcool à brûler juste avant. Et en fait, on s'est enflammé. Et donc, ma grand-mère a eu le réflexe d'enlever ses vêtements, de les éteindre, d'étouffer les flammes. Mais moi, j'ai eu le mauvais réflexe de courir pour rejoindre mes parents, notamment ma mère. Et donc, ça a attisé les flammes. Et quand je suis arrivé devant mes parents, j'étais déjà une boule de feu. Oh là là. Oui. Et donc, ma mère a essayé d'éteindre les flammes avec ses mains. Elle s'est brûlée. Et en fait, c'est ma grand-mère qui est revenue et qui s'est couchée sur moi pour me mettre à terre et étouffer les flammes. Quel réflexe. Mais le peu de temps que ça a duré, j'ai eu le temps d'être brûlé sur 60% du corps. Voilà. Vous avez des souvenirs précis ou plus vraiment ? Alors, j'ai pas du tout de souvenirs de la scène de l'accident. Les premiers souvenirs démarrent une fois qu'on est dans le camion des pompiers. J'ouvre les yeux et je vois tout le monde en train de pleurer. Même les pompiers pleuraient. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je commence à de nouveau avoir des souvenirs. Des flashs comme ça, des images, voilà. Des sons. Oui. Voilà, exactement. Et puis, j'imagine que suite à ça, il y a eu... des années de traitement, quoi. Après, j'ai enchaîné à peu près, j'ai dû avoir une 20aine d'années de traitement important, donc ça correspond à 150 anesthésies générales et 80 interventions chirurgicales. De quel âge à quel âge alors ? Donc de 4 ans à 25 ans à peu près. Voilà. Et vous avez pu avoir une scolarité normale ? Comment ? Parce que j'imagine qu'il y a des douleurs aussi atroces. Alors, c'est vrai que une fois que j'ai été sauvé, puisque je suis resté 6 mois à l'hôpital la première fois. Je vous coupe. En fait, 60% du corps, c'est quand même énorme, non ? Quand on est petit. C'est énorme, et d'autant plus qu'on est en 1973. Donc, en 1973, les techniques pour sauver les brûlés ne sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Oui. Donc, pour un enfant de 4 ans en 1973, les chances de survie étaient très très faibles. Donc il a fallu vraiment que le chirurgien qui s'est occupé de moi, le docteur Tuileux, trouve des techniques et tests, notamment une technique, c'est qu'il a pris de la peau sur les cuisses de mon père, puisque 60% j'avais plus beaucoup de peau saine, et donc il a fait une greffe en partant de la peau de mon père pour me mettre sur le thorax. Et c'est ça qui a participé à me sauver la vie, entre autres. Et donc voilà, donc je suis resté 6 mois à l'hôpital. Et de la peau de votre père parce que c'était compatible, en fait, il faut aussi parce que c'était compatible, on a le même groupe sanguin, voilà, il y avait quand même des chances, des risques de rejet, mais ça a très bien marché, et donc ça m'a sauvé. Et je trouve que c'est important, en fait, de parler de ça aussi, parce qu'il y a plus de brûlés qu'on ne le croit, en fait. Vous avez des chiffres, là ? En fait, je suis tombé un peu par hasard suite à une discussion avec ma chirurgienne Françoise Fermin. Je suis tombé sur ces chiffres, effectivement, sur Internet. Il y a 400 000 personnes qui se brûlent chaque année. Donc 400 000, ça correspond en fait ce qui est comptabilisé. France, voilà, oui, on parle de la France et on parle de tous ceux qui font des consultations ou qui sont hospitalisés pour brûlure. Voilà, c'est ça qui est comptabilisé. Et il y a 8000 personnes hospitalisées pour des grands brûlés, voilà. Oui. Et donc la particularité de la brûlure, c'est que on n'est pas en rémission. Quand on est brûlé, c'est un peu pour la vie. Donc, ces chiffres-là se cumulent. Oui.
Et donc, il y a énormément de gens qui sont brûlés. Et la particularité de la majorité d'entre nous, c'est que on essaye de cacher nos cicatrices. Donc, en fait, vous n'en voyez pas. Très peu, en tout cas. Vous avez peu d'occasions de voir des personnes brûlées. Alors, comment est-ce que vous avez vécu votre enfance, votre adolescence? Parce que, alors, évidemment, je connais le conte de 12 février, cette grande brûlée qui n'a pas été brûlée au visage. Et j'avais lu quelques réflexions que les gens disaient, t'as les bonnes brûlures, enfin comme s'il y avait des gradations comme ça, tu n'as pas été brûlé au visage, donc c'est moins grave. Comment vous avez vécu tout ça? Parce que c'est vrai que sur le corps, on peut éventuellement le cacher, sur le visage, on peut pas le cacher. Oui. Effectivement, nous, on a coutume de dire que chaque cas est différent. Mm-hmm. Donc, on peut pas. C'est difficile de comparer. Bien sûr. D'autant plus que ça n'arrive pas au même âge. Donc moi, c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont dit, ça a dû être plus facile pour toi parce que tu as toujours vécu avec. Vu que j'ai été brûlé à l'âge de 4 ans, c'est vrai que j'ai pas trop de vie avant. Mm-hmm. C'est différent. Voilà, c'est pas facile, c'est pas moins facile, plus facile que d'autres, c'est différent. Et la particularité quand vous êtes brûlé jeune, c'est que vous avez toute votre enfance où vous allez devoir un peu exister avec ces cicatrices. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir déjà des parents qui ont très très bien géré. Je le vois aujourd'hui, maintenant, je suis capable de faire un retour en arrière et de voir tout ce qu'ils ont mis en œuvre pour que ça se passe bien pour moi. C'est magnifique. Déjà, la première chose, c'est que ma mère faisait en sorte avec les chirurgiens que toutes mes interventions chirurgicales se passent pendant les vacances scolaires. Donc, je faisais mes cours. Ensuite, quand il y avait 2 semaines à la Toussaint, j'allais me faire hospitaliser et je revenais à l'école avec mes pansements. Mais au moins, je n'avais pas raté de cours. Et donc, ça m'a permis de faire une scolarité quasiment normale. Voilà. Après, bien sûr, l'école, c'est quand même un peu... moi, je vois ça comme une arène. Donc, il y a toujours des gens qui essayent de vous taquiner, et puis d'autres qui se moquent. Donc, il a vraiment fallu que je m'impose dans cette cour d'école. Et donc, j'étais assez bagarreur quand quelqu'un venait me titiller. Donc, c'est bien ça, non? Je le conseillerais pas. Voilà, je vais pas le conseiller à tous les enfants qui sont harcelés, mais c'est vrai que moi, c'est la façon dont j'ai géré. Vous êtes défendu, quoi. Je me suis défendu, et finalement, une fois qu'on est comme ça, qu'on sait qu'on peut pas être embêté, finalement, les gens après vous acceptent, vous respectent, et donc ça a été ma façon, en fait, de passer toutes ces étapes à l'école sans être trop embêté. Et au contraire, j'ai eu beaucoup de copains, beaucoup d'amis. J'en ai encore aujourd'hui avec qui j'étais en primaire il y a beaucoup d'années maintenant. Et donc, ça s'est à peu près bien passé. La vraie difficulté, ça a été à l'adolescence. Okay. Voilà, pour la partie notamment les amourettes, les premiers amours. Là, ça a été vraiment dur parce que quand on a un corps comme ça, on est quand même beaucoup moins en confiance. On a coutume de parler de la beauté intérieure, mais les cicatrices quand même c'est dur de se faire accepter. Et donc, j'ai vraiment eu l'impression, par rapport aux copains qui parlaient des filles, tout ça, d'avoir un peu un parcours parallèle, pas trop concerné par le sujet finalement, parce que j'estimais presque ne pas y avoir droit en fait. Oui, c'était le bon copain, quoi, mais pas le petit copain. Voilà. C'est très dur, donc ça c'est à partir de quoi, 15, 16 ans? Ouais, voilà, exactement. Ouais. C'est vraiment quand on a les premiers amours, quoi. Ça, c'est vraiment dur. Même si vous essayez, moi j'ai eu cette anecdote que je raconte assez souvent. J'ai essayé de draguer une jeune fille et les mots qu'elle a eu de me dire, mais tu as vu la tête que t'as, tu veux qu'on sorte ensemble, mais tu as vu la tête que t'as. C'est dur. En fait, finalement, on a même du mal à lui en vouloir parce qu'on se dit, elle a quand même raison, quoi. Voilà. Donc on s'auto-censure finalement.
Et on a retrouvé aussi, on en reparlera, mais on a retrouvé cette censure dans ici chez Dulce Nae. Oui. Voilà. Oui. Et maintenant, est-ce que je peux savoir quand vous vous êtes rencontrés? Parce que ça, je sais pas. Avec Laurent, on s'est rencontrés, on avait 18 ans, on avait un ami commun. Et oui, alors j'ai pas été attirée par sa beauté intérieure tout de suite, mais je l'ai découverte et au fur et à mesure de nos rencontres, de nos échanges, je suis tombée amoureuse de lui. Donc ça date déjà Ça date. Alors, voilà, on a passé 4 ans à être amoureux, à sortir ensemble, à avoir des projets. Et puis, à un moment donné, on n'avait plus les mêmes projets, les mêmes envies. Moi, j'avais envie de me marier avec lui et d'avoir des enfants. Et lui, c'était pas encore le moment. Il avait d'autres projets. Donc, nos chemins se sont séparés pendant 20 ans. Sans aucun contact. Et voilà, et on s'est retrouvés il y a 10 ans. Et vous avez eu des enfants de votre côté Non. Non? Et vous êtes retrouvés il y a 10 ans? On s'est retrouvés il y a 10 ans en se demandant quelle Laurent je vais retrouver, quelle Sophie tu vas retrouver, qu'est-ce qui reste en fait de la Sophie que tu as connue et qui avait 20 ans à l'époque. Et vous êtes retrouvés où? Par hasard? Sur les réseaux sociaux. Ouais. La magie des réseaux. Oui. C'est vraiment, c'est une grosse coïncidence. C'est moi qui ai eu besoin d'accéder à un réseau social sur lequel je n'étais pas, parce que j'avais reçu un message d'une ancienne amie, une amie d'enfance. Oui. Et donc, j'ai répondu, et quand je suis arrivé sur ce réseau social, j'ai regardé si Sophie était présente, parce qu'en fait, il n'y avait aucune trace d'elle sur Internet. Je suis très peu connectée, très peu réseau. Moi. Ah bon, maintenant vous êtes un peu plus, évidemment, avec l'Institut. Et donc j'ai envoyé un message, quand j'ai vu, j'étais pas trop sûr que ce soit elle, mais j'ai envoyé un message et une dizaine de jours après, elle m'a répondu. Et en me disant, oui, c'est bien moi. Et donc on a été amenés à se revoir. On a pris rendez-vous et une semaine après cette revue, on est ressortis ensemble, comme on dit. Et voilà, et ça a fait 10 ans là, au mois de mai, qu'on s'est retrouvés. Une belle histoire, une belle Mais histoire. cette fois-ci, nous sommes mariés. Ah. Mais c'est magnifique, et cette force que vous avez eue. Donc vous gardez un souvenir difficile de l'adolescence quand même? Beaucoup de... Parce que là, vous avez eu des belles années ensemble autour de la vingtaine, quoi. Déjà, on a eu de belles années ensemble. Moi, j'ai toujours adoré l'école. J'ai de super souvenirs avec les copains, tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit bout où c'est plus de la frustration qu'un mauvais souvenir. Voilà, mais c'est pas quelque chose qui me reste comme hyper négatif, tout ça. Au contraire, moi, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir vécu comme ma mère m'a dit, t'auras une vie normale. C'était vraiment l'objectif, c'est de vivre normalement. Et j'ai eu l'impression d'avoir vécu une belle enfance. Et qu'est-ce que vous... c'est une question un peu piège, mais qu'est-ce que vous auriez envie de dire à quelqu'un qui a vécu la même chose, qui se retrouve à 14-15 ans, une jeune fille ou un jeune garçon? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire? En fait, ce que j'ai pu constater, c'est que plus on a une attitude normale, plus on arrive à entrer en relation normalement avec les autres. En fait, c'est très dur de supporter les regards des gens, tout ça, mais si on est à l'aise, si on arrive à pas être trop perturbé par ces regards, tout ça, et de faire comme si il n'y avait pas de cicatrices, en fait, je me suis rendu compte que les gens dépassent ça, et le temps qu'ils mettent pour le dépasser est vraiment corrélé au temps que moi je mets à être normal. Voilà, c'est-à-dire que plus vite je suis à l'aise, normal, plus vite les gens sont aussi à l'aise et passent à autre chose. Oui, ou d'encourager probablement aussi des profs d'école, d'inclure. Alors on va parler beaucoup d'inclusion aujourd'hui, donc d'inclure l'adolescent, d'en parler. Alors c'est vrai que moi j'ai toujours été quasiment le seul brûlé, en tout cas à ma connaissance, bien sûr, parce qu'il y en a peut-être qui le cachaient, mais c'est vrai que j'étais toujours le seul à avoir des cicatrices.
Mais après, moi, comme je le dis, il n'y a pas que les brûlés qui ont quand même des marques ou des différences physiques. Donc voilà, on vit des choses aussi qui sont similaires à ce que d'autres peuvent vivre avec un handicap ou une différence. Voilà. Et Laurent, aujourd'hui, comment vous vivez le regard des autres ? Le regard des autres, déjà, faut savoir qu'on ne s'y habitue pas. En tout cas, pour ma part, je ne m'y habitue pas. C'est vraiment des regards qui sont permanents, en fait, tout le temps. Donc, j'ai plusieurs techniques en fonction de là où je suis, de ce que je fais, pour gérer ces regards. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, je me sens pas bien, voilà, j'ai des trucs qui me cassent les pieds dans ma vie, et tout ça, je vais peut-être me mettre au fond de la rame de métro, de dos, pour qu'il y ait quasiment personne qui puisse me regarder de face. Voilà, parce que si je suis à l'aise, je vais peut-être me mettre debout au milieu de la rame de métro et là, il y a tout le monde qui me regarde et c'est pas un problème parce que voilà. Vous sentez de la bienveillance aussi dans les regards des gens. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui disent « Oh, mais c'est terrible ce qui lui est arrivé, il est courageux ». Vous sentez pas ça ? Pas toujours de la bienveillance. En fait, je dis qu'il y a 90% des gens qui regardent normalement, voilà, ils jettent un coup d'œil et puis ils passent à autre chose. Il y a 9% des gens, je trouve, qui sont maladroits. Ils vont vous regarder avec insistance et vous sentez qu'ils réfléchissent et qu'ils se disent mais qu'est-ce qui lui est arrivé à ce monsieur, voilà. Et puis vous avez 1% de personnes que vous croisez dans les lieux publics qui sont méchants, qui vont clairement se moquer de vous. Voilà, ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, ça vous rappelle vraiment qui vous êtes en fait. Ça vous rappelle que vous avez des cicatrices, tout ça. Voilà, et je trouve que ces 1% font beaucoup de dégâts. Oui. Vous allez un petit peu expliquer votre métier d'avant assez rapidement et ce qui vous a amené finalement à faire tout ce que vous faites aujourd'hui. Et puis, le projet ensemble. Donc, je me souviens que vous m'avez dit que vous étiez dans le marketing digital et que finalement, ça n'avait plus tellement de sens tout ça. Ben oui, comment j'ai fait 20 ans dans le monde du conseil, conseil ce qu'on appelle ça, conseil en relations clients, marketing et relations clients. Et c'est vrai qu'en 2013, je suis retourné voir ma chirurgienne, Françoise Firmin, celle qui m'a reconstruite tout le visage. Et je lui racontais que j'avais retrouvé Sophie, qu'on allait se marier, que j'avais vendu ma société, que j'allais en créer une autre. Voilà, je lui racontais un peu ma vie et elle m'a dit « Ce serait bien que tu témoignes pour aider les autres personnes brûlées parce que ça va leur donner un exemple de choses positives qui peuvent leur arriver dans leur vie. » Et donc, c'est là que j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, c'est bizarre quand même parce que moi, j'en vois pas de personnes brûlées finalement. Ah. Donc, ça faisait 40 ans et quelques que j'étais brûlé et j'en avais pas vu peut-être un ou deux en passant à l'hôpital, mais voilà. Et donc, c'est quand je suis tombé sur les chiffres sur Internet que je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et donc, j'ai demandé à Françoise de me présenter des patients à elle. Ce qu'elle a fait, elle m'a mis en relation avec des brûlés qu'elle avait opérés. Et donc, on a échangé. J'ai échangé avec ces personnes et je me suis rendu compte qu'il y avait un monde finalement parallèle au nôtre. Mais bien sûr, et probablement des gens qui sortent pas de chez eux, quoi. Voilà. C'est ça, Et donc, en fait, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux comme moi qui vont assumer leurs cicatrices, qui vont sortir, tout ça, mais ce sont pas les plus nombreux. Oui. Il y a ceux qui sont brûlés sur des parties qu'on ne voit pas, donc ils n'ont pas besoin d'en parler, pas besoin de montrer leurs cicatrices et ils vont pas les montrer. Donc vous pouvez être avec eux, vous saurez jamais qu'ils sont brûlés. Et puis effectivement, il y a des personnes qui évitent de sortir, en tout cas qui vont trouver tout un tas de prétextes pour pas sortir. Oui. Et c'est là où je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire pour aider tout le monde, quoi. Et puis là, revirement de situation, vous avez quitté votre job, vous êtes dit... Oui, parce que avec Sophie, on réfléchissait sur les personnes brûlées. On s'est rendu compte que c'était l'estime de soi finalement qui était le premier problème. C'est pas le regard des autres, c'est le regard qu'on se porte à soi-même. C'est-à-dire que si soi-même on se trouve comme un monstre, c'est très dur d'avancer finalement. Voilà, moi ça m'arrive des fois de trouver une cicatrice jolie.
Voilà, je me regarde dans un miroir et je me dis, tiens, finalement, là, elle a une bonne texture, ma peau, elle est jolie, voilà. Si on n'a pas ce regard sur soi-même, et qu'on est un peu bienveillant avec soi-même, c'est très dur d'avancer. Et donc, on a réfléchi, quand on a créé l'association Burns and Smiles. Voilà, c'est ça. Donc, il y a d'abord eu une association, Burns and Smiles. On a d'abord créé l'association Burns and Smiles et on a eu l'idée de créer un espace en ville où la personne brûlée pourrait venir échanger. Échanger, avoir des soins. Ah oui, mais donc pas un groupe de parole de Non, brûlés. pas que. L'idée, c'était d'avoir quelque chose de pluridisciplinaire, où ils puissent vraiment, en fonction du besoin de chacun. Alors ça, c'est lié aussi à notre histoire personnelle, parce que lorsqu'on est en vacances, on aime bien aller se faire masser aussi. Et moi, je ressortais à peu près toujours satisfaite de ce moment de détente et de bien-être. Et Laurent, lui, il a eu affaire parfois à des réactions un petit peu choquantes, à des petits mouvements de recul, mais juste parce que la personne se trouve face à un corps différent, qu'elle va devoir le toucher pendant 1 heure et qu'elle ne sait pas comment faire. C'est juste un peu de maladresse. Où la personne a peut-être parfois peur de mal faire, ou de faire mal. C'est le cas. Exactement. Et du coup, cette idée a germé aussi, parce que j'aimerais bien aller me faire masser avec toi, mais du coup, si toi, tu vas passer un super moment, et moi, s'il faut que je gère le regard, la gêne de la personne qui va me toucher, je vais pas en tirer un bénéfice. Donc, vas-y toute seule, en fait. Ouais. Eh non, on va pas y aller toute seule. On va se retrousser les manches et on va construire un institut de beauté inclusif pour accueillir tout le monde. En fait, c'est génial. On a tiré la problématique des brûlés, mais on s'est rendu compte finalement en parlant de l'idée, et notamment dans nos proches entourages, on a une amie qui est décédée malheureusement aujourd'hui, mais qui nous a dit, moi, j'aurais bien aimé être massée, avoir des soins, mais on m'a proposé de les faire à l'hôpital. Et en fait, moi, je ne voulais pas faire ces soins. Envie, oui. Voilà, ces soins, je fais des chimios, j'ai pas envie d'avoir ces soins ici. Et donc, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs, typologies de particularités physiques qui avaient les mêmes attentes. C'est d'avoir des soins sans être jugé, sans qu'il y ait une gêne de la part de la personne. Oui, parce que là, on sort vraiment des brûlés. On parle de cancer, on parle de stomie, on parle de handicap, on parle de tout ça. Et c'est vrai, je l'ai raconté en off avant qu'on commence. Moi, chaque fois que je me fais masser, j'ai des cicatrices sur les jambes, j'en ai partout sur les seins, et je me justifie chaque fois. Et c'est vrai que quand j'ai vu le site de l'Institut, je me suis dit, mais ici au moins, et c'est moi avec moi, parce que je vois pas. Bien sûr. Non, mais je vois aussi peut-être un petit peu le regard aussi de ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout ça. Non, c'est vraiment... Alors, comment ça se passe ? Donc, parce que je me souviens que vous avez parlé de 3 univers. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les 3 univers ? Et en fait, le voyage type, j'allais dire le journey, mais l'expérience type d'une personne qui a une pathologie sévère ou moins sévère ici. Alors, je laisserai Sophie expliquer le déroulé du soin parce que c'est quand même elle qui maîtrise ce sujet. Mais oui, on a créé 3 univers. Il y a l'univers cancer. Voilà. Ça c'est notre premier univers à particularité. Le deuxième, c'est tout ce qui est peau singulière. Vous avez beaucoup de maladies de peau comme l'eczéma, le psoriasis, l'acné, les cicatrices de brûlure et tout ça, où c'est très difficile d'avoir des soins de bien-être et de beauté en institut ou en spa. Donc ça, c'est notre deuxième univers. Vous m'aviez aussi expliqué qu'il y avait des gens qui étaient refusés aussi à des endroits. Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est juste que les personnes n'osent pas faire le soin. Et puis, c'est vrai qu'à l'école aussi, ça tu me le confirmes, Sophie ? N'osent pas ou ne sont pas qualifiés pour. C'est pas qualifié pas formés, oui, c'est ça. Parce que là, vous parlez du pôle cancer puis peau singulière, il faut avoir des connaissances médicales que vous avez en fait. Vous avez une connaissance de ces problématiques. On a une connaissance qui nous permet de prendre soin de la personne sur un moment de bien-être ou de beauté. Exactement. Mais on ne va pas soigner de l'acné ou du vitiligo, etc. On reste vraiment sur... On va passer un moment de détente. Voilà.
Et nous, on sait comment faire, on connaît les contre-indications, on connaît tout ça, mais on est là pour se détendre et oublier un peu, avoir cette parenthèse, avoir le droit, comme tout le monde, de s'offrir cette parenthèse de bien-être avec de la bienveillance, de l'écoute et tout ce qu'il faut pour que la personne se sente à l'aise. Et donc, notre troisième univers, c'est l'univers du handicap moteur et sensoriel. Donc, si vous êtes en fauteuil roulant, si vous avez été amputé, si vous êtes gros, voilà, en surpoids, si vous êtes aveugle, muet, sourd, tout ça, ce sont des situations dans lesquelles c'est toujours compliqué. Je dis pas que c'est pas possible de trouver des gens qui puissent vous accueillir, hein, mais statistiquement, c'est très compliqué d'avoir accès Mais je trouve que ce qui est génial, c'est de se dire qu'on ne doit pas se justifier. Alors, est-ce que les patientes, j'allais dire, mais je me trompe, en fait, c'est les clientes, mais non, oui. Exactement. Est-ce que les clientes le disent en amont ou pas besoin de le dire, en fait? Non, c'est ça la force de l'équipe, c'est que toute l'équipe est capable de découvrir en cabine, au début du soin, qu'il y a une particularité physique. On n'est pas obligé de l'annoncer, parce que pour moi, si je dois dire que je suis brûlé avant, m'annoncer, en parler, tout ça, je rentre pas dans un soin de bien-être finalement, je rentre dans autre chose et ça me génère du stress. Donc en fait, le soin va juste venir combler le stress que m'a généré le fait de devoir reparler de tout ce qui m'est arrivé. Donc, voilà, oui, et on sait qu'en venant ici, voilà, il y aura pas de questions. Enfin, quel est le pourcentage de gens je pensais que vous m'aviez il y avait 70% des clients sans problématique et puis 30% avec soit cancer 30% des clients ont une particularité. D'accord. Et dans ces 30%, on va retrouver beaucoup de femmes avec des cancers. Ok. Et ici, beaucoup de cancers du sein. Donc ablation. Donc mastectomie, ablation, reconstruction ou pas. Oui. Okay. Et elles en sont à différents stades de leur parcours. Donc tous les soins commencent par un échange. La première question, c'est comment allez-vous ? Et là, la personne va nous confier ce qu'elle a envie et besoin de nous confier le jour où elle est en cabine en face de nous. Donc, certaines vont dire « ça va, j'en suis à ma 6e chimio, mais ça se passe bien. Point. Ok, vous êtes là pour un massage, donc qu'est-ce que vous aimez en massage ? De quoi avez-vous envie aujourd'hui ? Est-ce que je vous masse des doigts de pied jusqu'au crâne ? Est-ce qu'il y a des parties du corps avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise ou tout simplement vous n'avez pas envie que je les touche ? Et d'autres vont nous raconter un peu leur parcours de soins et nous sommes capables d'interagir. On sait ce que c'est qu'une chimio, on connaît les effets secondaires, on sait ce que c'est qu'un pack, on voit où il est placé. Voilà, on a des choses comme ça. Et on prend toutes ces infos juste pour adapter et faire notre massage sur mesure. En fait, on ne va pas masser 2 fois de la même façon. Bien sûr, voilà, les clientes, chaque cas est unique, chaque cancer est unique. Et chaque massage se doit d'être unique. Alors, moi, je trouve que le toucher, ça parle aux émotions. Et donc, j'imagine qu'il se passe beaucoup de choses dans ce centre. Il doit y avoir quelques larmes. Exactement. Et pas seulement des personnes qui ont des particularités. Moi, j'ai en tête une jeune femme qui m'a beaucoup touchée. Voilà, une jeune femme sans particularité apparente. On la masse, tout se passe très bien, elle est contente. Et puis, elle s'assoit dans le fauteuil et on lui propose un thé. Et là, elle s'effondre en larmes. Donc, elle s'excuse. On lui dit, il n'y a pas de souci. C'est une émotion, faut la laisser sortir. Et elle dit juste, je vis seule. En ce moment, je suis très seule et je n'avais pas été touchée depuis si longtemps que voilà, ça a fait rejaillir cette émotion. Donc oui, il se passe beaucoup de choses en cabine et après le soin et il y a beaucoup d'émotions qui ressortent et on sent que ça fait du bien aussi de lâcher. Mais oui, parce que quand on est malade, en fait, finalement, c'est vraiment notre... toute l'équipe médicale s'adresse à notre corps organique et en fait, il n'y a plus la place pour le corps symbolique et ici... Le corps symbolique reprend sa place, quoi. Donc c'est vraiment. Ouais. Il y a aussi donc quand on masse et qu'on arrive sur la poitrine. Alors je prends cet exemple parce que c'est celui que je rencontre le plus fréquemment. On met toujours une petite serviette sur la poitrine avant de retirer la grande serviette et de masser le ventre, par exemple. Et il y a des femmes qui disent
Mais vous savez, moi, mes seins, je les montre à tout le monde, donc je suis plus à ça près. Oui, mais moi, j'ai pas forcément besoin de les voir pour vous masser. Et puis, c'est aussi pour pas que vous ayez froid. Enfin, voilà. Mais du coup, elles ont parfois cette réflexion. Mes seins, vous pouvez les regarder. Ça m'est égal. Bah oui, il y a plus c'est de devenu pudeur. tellement Mais moi, médical, c'est pas mon quoi. rôle. Voilà, Oui. je suis pas médecin. Et donc, elles ont parfois cette réflexion, ou d'autres qui vont dire, j'ai vraiment apprécié que vous mettiez une serviette sur ma poitrine. Mais pour que ça redevienne une partie intime. Exactement. En fait, c'est vraiment. Voilà. C'est magnifique ce que vous faites. Donc, Merci. alors, je vois que tout est accessible parce qu'on est là. Donc, ils peuvent venir en chaise roulante. Il y a un parking en face. Oui, ça, c'est quand même vraiment formidable. tout est accessible. En fait, on a travaillé pour se dire que tout doit être naturel et on doit se sentir accueilli. Oui. Typiquement, vous avez une perruque. À un moment donné, vous voulez l'enlever. S'il n'y a rien pour la poser, c'est qu'on vous attendait pas. Nous, on a un porte-perruque. On cite cet exemple parce que c'est vrai que quand on a conçu l'Institut, c'est des petits détails qui ont fait c'est énorme. Voilà, on sait que quand la cliente voit qu'il y a le porte-perruque, elle sait qu'elle est attendue. Et c'est pas un sujet, c'est naturel. Voilà, oui, il y a le porte-perruque, il est là, et alors, quoi, voilà, hop, on démarre le soin. Et donc, c'est tous ces petits détails qui font que, j'ai envie de dire toutes ces petites attentions. Ces petites attentions. C'est vraiment voilà. ça. Ouais, voilà. Bon, j'avais noté encore plein de petites choses. J'avais noté soins solidaires. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Parce que, voilà, donc en fait ici, on sort vraiment de tout ce qui est maison de ressourcement, de tout ce qui est hôpital. Comment ça se passe? En fait, déjà, l'idée qu'on a eue, cet institut, il vient d'une idée qu'on a eue dans le cadre d'un travail associatif. Donc voilà, à la base. Et ici, vous êtes client. Mais on sait bien que la maladie, des fois, crée de la précarité. Bien sûr. Voilà, tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir des soins. Et donc, on a voulu garder cette fibre solidaire. Oui. Et on a créé les soins solidaires qui consistent à offrir des heures de soins aux associations. Donc, on choisit une association partenaire. On dit, voilà, vous avez un crédit de 20 heures. Et donc, ça permet à 20 membres de l'association de venir faire un soin ici, mais les membres seront accueillis comme s'ils étaient des clients. Oh, donc, okay. il n'y a pas de différence. C'est vraiment le même soin. Ils ne payent pas. Ils ne payent pas. Voilà, Okay. c'est offert. Donc, ça permet de garder le côté solidaire, cette mission de solidarité auquel on tient avec Sophie, et donc d'accueillir des personnes et de faire découvrir aussi à certaines personnes ce que c'est qu'un soin. Parce que on a reçu des gens qui n'avaient jamais été massés, qui n'avaient jamais été dans un spa ou un institut de beauté, et donc ça leur a fait découvrir les bienfaits d'un soin. Alors des gens avec une particularité, vous dites ou... Oui, par contre, on ne choisit que des associations qui sont dans nos 3 univers. D'accord, bien sûr. Voilà, donc ça va être une association cancer, ça peut être l'association française de l'eczéma, ça va être le handicap, que des associations qui sont dans notre univers de particularité. Alors je vous pose une petite question, je fais juste un petit des paraplégiques, des tétraplégiques, des personnes vraiment handicapées moteurs peuvent aussi venir. Oui. Oui, tout à fait. On a une table motorisée qui permet, en la descendant le plus bas possible, à la personne de se transférer de son fauteuil sur la table. Oui. Et si c'est vraiment pas possible, on a la capacité de faire les soins en laissant la personne dans son fauteuil. En fait, on lui fait le soin. Voilà. Oui. Et donc, toute notre carte de soins, on peut quasiment tout faire dans le fauteuil. La personne peut rester dans son fauteuil. Voilà. On se sent dans une petite bulle ici, en fait, un cocon. C'est vraiment... merci. Et c'est vraiment un concept nouveau, quand même, non c'est vrai que il y a des initiatives qui ressemblent un petit peu à notre concept, mais là où on est vraiment, vraiment innovant et différent, c'est quand on dit qu'on est inclusif, c'est-à-dire que tout le monde peut venir. Donc, si vous avez un couple
quelqu'un qui, dans le couple, a une particularité et pas l'autre, les deux peuvent venir et faire un soin ensemble. D'accord. Et donc ça, c'est à l'image de notre couple, c'est que qu'on puisse partager des moments de bien-être. Donc on a des copines qui viennent ensemble. On a des couples, mari et femme, on a la mère et la fille. Voilà, on a beaucoup de personnes qui viennent à deux. Et ça, c'est possible parce que ici, c'est pas estampillé brûlé ou cancer ou tout ça. On accueille tout le monde. Oui. Et ça, j'imagine que ça fait aussi du bien peut-être aux personnes de sortir un petit peu de ce cadre peut-être un peu médical et à la fois de savoir qu'on va vraiment être particulièrement bien accueillis. Je vais vous poser une question. Est-ce que tout ce projet vous guérit aussi ? Est-ce que vous vivez de mieux en mieux le regard des autres ? Est-ce que vous faites encore du chemin avec tout ce projet ? Alors, ce que ça m'apporte le plus déjà, c'est quand je me lève le matin, je me dis que mon travail a du sens. Ah, oui. Donc ça, comment c'est quelque chose, c'est une attente que beaucoup de gens ont, hein, mais là, je le vois. Moi, je suis pas tous les jours à l'institut, mais j'ai pu assister à ce qu'on appelle les sorties de cabine, hein, donc les clientes qui sortent et les échanges qu'il y a entre l'équipe et les clientes. Et j'ai vu des scènes où j'ai une cliente, elle a pris dans ses bras l'esthéticienne, voilà, en disant merci. Eh ben moi, je me dis on sait pourquoi on a fait ça, on sait ce que ça apporte, et donc ça, c'est vraiment de donner du sens à son travail. Oui. Ça, c'est la première chose. Et après, l'autre chose, c'est que je vois plein de cas différents, des cas difficiles, des situations très très dures, et donc ça vous fait relativiser ce qui vous est arrivé finalement. Voilà, vous vous dites c'est pas que j'ai rien eu ou que ça, mais on n'est pas tout seul à vivre des choses très dures, et donc on le constate au quotidien quand on assiste à des scènes, ou quand Sophie me raconte elle me dit pas tous les détails, mais parce qu'elle a pas le droit, mais en tout cas elle me dit un peu les. Non, mais juste pour compléter ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a parfois des clientes qui arrivent un peu en se cachant, on va dire, un peu en regardant leurs pieds et les épaules tournées vers le bas. Sûr, oui. Et quand elles ressortent, elles ont la tête haute et la posture est complètement différente. Et ça, c'est déjà énorme. Ouais. Là, on se dit qu'on a fait vraiment quelque chose de bien, quoi. Ouais. Non, c'est vraiment magnifique. Et quels sont en fait les grands rêves pour l'avenir ? En fait, c'est les clients qui nous le disent. Ils aimeraient bien qu'il y ait un institut en bas de chez eux. C'est quand même un service de proximité. Oui. Même si on a des clients qui viennent de loin, qui viennent de Guadeloupe, quand elle passe en métropole, elle passe nous voir, elle fait son soin, elle programme son soin à chaque passage. Dès qu'elle a un rendez-vous en fait avec son oncologue, avant, elle vient se détendre pour moi, c'est pas impossible. Mais la prochaine fois que je reviens à Paris, j'aurai réservé mon petit soin. Mieux vivre son rendez-vous. Voilà, cliente à Rouen, Belgique, ça. Mais sinon, ça reste quand même un service de proximité. Et donc, notre rêve, c'est qu'il y ait des instituts comme le nôtre un peu partout en France. Et ailleurs, peut-être. Et ailleurs, oui. Voilà. Bon, c'est pas facile, hein. On est encore ici dans un institut pilote. On découvre encore des choses, on apprend encore des choses, alors que ça fait 5 ans maintenant que nous sommes ouverts. Et voilà, on fait évoluer le concept. Mais on espère bien effectivement pouvoir faire des ouvrir, petits, faire des vraiment... petits. Ouais, mais voilà. Ça, c'est dans un avenir proche là, c'est un peu dans les. Voilà. On aimerait bien pouvoir vous donner de la certitude. Oui, on essaye d'aller vite, mais c'est vrai que on a eu depuis qu'on a ouvert quand même toutes les crises. Tous les ans. Alors on va pas se plaindre, mais c'est vrai que. On a ouvert en juillet 2018, quand l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde de football. Et après, ça a été vraiment le bazar, quoi. Oui, avec donc, le Covid, là. Enfin bon, maintenant, ça y est. Voilà. J'espère donc, le projet a pris un tout petit peu de retard, mais on espère pouvoir réaccélérer.
Mais vraiment, merci. Là, je vois que l'heure tourne. Alors, évidemment, il y a toujours la petite question piège, mais vous pouvez avoir un petit moment de réflexion. Mais est-ce que vous avez un message un peu particulier, enfin un message spécial pour des soignants éventuellement, ou pour des clients ou des patients? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire? On peut faire une petite pause, hein. C'est toujours un petit peu la question piège. Moi, le message que je porte chaque jour, alors c'est vrai que c'est surtout pour les brûlés, mais c'est aussi pour beaucoup de personnes. J'ai dit que même si on a une particularité physique, il y a une belle vie à mener. Il faut arriver à trouver, c'est pas facile, mais il faut arriver à trouver le chemin. Mais il y a forcément une belle vie qui nous attend. Voilà, et il faut y croire. Ça, c'est important d'y croire. Voilà, et du coup, les choses arrivent petit à petit quand on y croit, et ça permet de mettre un tout petit peu sa particularité de côté et de prendre plaisir à la vie. Merci Laurent. Et vous, Sophie? Prenez soin de vous. La beauté a son importance, bien sûr, la santé avant tout, mais prendre soin de soi aussi et s'offrir un moment de bien-être et penser beauté, c'est quelque chose d'important pour l'estime de soi et travailler votre propre regard sur vous, en fait. Il est super important le regard qu'on se porte pour accueillir aussi le regard des autres. Bien sûr. Et le soin et le toucher peut contribuer exactement à une meilleure estime de soi, oui. Se réapproprier son schéma corporel et retrouver de la douceur quand on a eu un parcours de soins et les soignants, ils sont dans l'urgence. Il faut vous sauver, il faut vous guérir. Mais remettez un peu de douceur sur votre corps et reprenez soin de vous dans ce sens-là. Oui, c'est vraiment le cure et le care. En fait, c'est vraiment le cure qui était à l'hôpital, éradiquer la maladie, ils sont dans l'urgence. Exactement. Et puis ici, on reçoit toute la douceur. Chouchoutez-vous. Mais de la douceur, c'est quand même tellement important dans toute la violence de tous ces traitements et ces accidents et ces cicatrices, ces brûlures. Il y a beaucoup de clientes qui disent c'était un tsunami, moi, d'apprendre que voilà, j'ai 30 ans, j'ai des enfants, on m'apprend que j'ai un cancer, c'est un tsunami. Je suis en plein parcours de soins et ben oui, quand le tsunami s'apaise et le niveau redescend, reprenez soin de vous, retrouvez cette force pour vous accorder un moment de douceur. On va terminer par ce mot quand même qui est finalement, on a commencé par ce mot. C'est vrai. Merci de tout cœur. Merci à vous. Merci Delphine. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, 5 étoiles, comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups tous ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet cancerjegère.blog. Et puis, dernière petite chose, Naître Princesse Devenir Guerrière a lancé sa nouvelle page sur Buy Me a Coffee, une plateforme de soutien pour aider les créateurs de contenu, les podcasteurs, les artistes, les magiciens, les clowns et j'en passe à vivre de leur passion. Comme vous pouvez l'imaginer, le podcast représente un énorme investissement en termes de temps, de travail et de moyens. Un effort qui m'est évidemment rendu au centuple grâce à tous vos mots doux, vos écoutes, vos commentaires, vos encouragements et j'en passe. Et pour tout cela, merci du fond du cœur. Mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'autofinancer. Alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux. Un petit montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros, peut faire une énorme différence. Si vous désirez me soutenir, toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts et sur mon site internet. Et je tiens vraiment à dire que la gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité quoi qu'il arrive. Je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre, peu importe les moyens. Je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.